en politique, on est quand même constamment critiqué, insulté même, voire parfois extrêmement violemment, de toutes parts. Il faut beaucoup différencier le rôle et la fonction et la personne. Et quelque part, c'est assez pratique en politique parce qu'on vous appelle souvent Monsieur le ministre, Madame la ministre. Ça permet de dissocier l'individu, qui on est soit, du rôle ou de la fonction. Bonjour Brune, bienvenue sur Mindset le média. Bonjour Tim, merci pour ton invitation. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir sur le plateau. Je crois que c'est la première fois en 20 épisodes que j'ai la chance de recevoir une ancienne ministre, secrétaire d'État, qui a eu quand même une carrière assez remarquable et un très beau parcours que tu vas nous raconter autour du mindset. Donc, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Brune ? Alors, je m'appelle Brune Poirson, ça tu viens de le dire. Je suis aujourd'hui en charge du développement durable pour le groupe Accor, qui est un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. Et mon rôle, en gros, c'est de faire en sorte que les hôtels soient moins source de pollution et d'externalités négatives, néfastes pour l'environnement, pour employer un peu un jargon de mon secteur. D'accord. Et évidemment, avant ça, j'ai été secrétaire d'État à la transition écologique, où en fait, j'ai quelque part conçu avec toutes les équipes et en tout cas fait voter une loi qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, et qui vise, et je dis bien vise parce qu'encore aujourd'hui il faut se battre pour continuer sa mise en application, qui vise à supprimer toutes les aberrations qui sont créées par le système économique aujourd'hui, et en particulier dans le domaine du gaspillage. D'accord, ok, super synthétique, merci beaucoup. Et pour continuer à brosser le portrait de Brune, avant il y a eu un peu d'Inde, un peu de Veolia, là où on s'est rencontrés à l'époque. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours rapidement avant ? C'est ça. L'Inde, tu fais bien d'en parler, Tim, mais effectivement, c'est là où on s'est rencontrés. C'est un moment extrêmement important, et je pense qu'on y reviendra, dans ma vie, qui maintenant commence à être plus si jeune que ça. En tout cas, j'ai passé presque 5 ans en Inde, et là-bas, j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé pour le Premier ministre, en tout cas dans le bureau du Premier ministre indien. J'ai aussi travaillé pour l'Agence française de développement et pour Veolia, et à chaque fois sur des thèmes liés de près ou de loin aux questions à l'intersection de l'innovation, des politiques publiques, de la préservation de l'environnement et évidemment des questions sociales plus largement. Et avant, j'ai habité et travaillé en Angleterre et j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Mais surtout, j'ai grandi dans le Vaucluse, super. Au cœur d'une zone rurale. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est une super présentation. Hâte de te poser les questions qui arrivent. Donc, la première question que tu connais, c'est quelle est ta définition du mindset, Brune ? En fait, j'ai envie de dire, j'ai tout de suite envie de rentrer dans le mindset en tant que tel. Ma définition d'une mindset, je dirais plutôt, c'est une façon d'être au monde. C'est vraiment comment est-ce que, comme si on était un objet mouvant dans un univers, enfin, comment est-ce qu'on réagit à toutes les choses qu'on reçoit. On peut avoir plusieurs façons de réagir à ça, positives, négatives. Et je pense que c'est cet ensemble en chaîne de réactions qui constitue le mindset. Pour moi, ça, je dirais que c'est vraiment cette définition-là. Elle est peut-être pas très scientifique. Non, mais donc un ensemble de chaînes de réactions qui vont te faire arriver à un résultat, c'est ça ? Soit qui te font arriver à un résultat, soit qui déterminent qui tu es et comment tu penses. D'accord, ok. Voilà, pour très moi, clair. c'est ça. Très clair. Et donc, c'est quoi le mindset de Brune ? Alors d'abord, j'essaye de faire en sorte qu'il change le moins possible, paradoxalement, parce que je crois que j'ai trouvé le mindset que je voulais avoir, parce que je pense que le mindset, ça se travaille aussi, et ce n'est pas que de l'inné du tout. Et moi, je sais que le mindset que je veux avoir, c'est celui de jamais rien lâcher. D'accord. Mais ne jamais rien lâcher veut pas du tout dire ne pas être capable de faire des compromis et de trouver des points d'entente. Au contraire, c'est parce que le but et le point d'arrivée est si important que sur le chemin, on peut parfois faire des détours ou décider d'être accompagné. Bref, faire en sorte de pouvoir construire et mettre en place les conditions qui permettent d'atteindre l'objectif et de jamais lâcher l'objectif de vue. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc ça veut dire en fait une sorte de résilience. Tu as un objectif, tu t'y tiens et tu vas tout faire pour y arriver, quoi qu'il en coûte, entre guillemets. Oui, même si la fin ne justifie pas tous les moyens. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut avoir des principes moraux qui, en fait, servent quelque part à baliser le chemin jusqu'à l'atteinte de cet objectif-là. L'objectif qu'on s'est fixé pour soi. D'accord. Évidemment. Une chose aussi importante, tu as parlé de résilience. Oui. Mais pour moi, c'est plus que de la résilience. Et ce que j'essaye de mettre en pratique,
c'est la notion d'antifragilité. Oui. Je sais pas, tu dois... J'en ai entendu parler, mais tu peux développer un peu, ouais, c'est En fait, intéressant. l'antifragilité, c'est comment tout ce qui t'arrive, potentiellement de très négatif, tu t'en sers pour devenir encore plus fort. Donc, c'est pas la robustesse qui permet de résister au choc, c'est pas la résilience qui permet de continuer à exister malgré tout, c'est vraiment encore plus fort que ça, c'est devenir antifragile, c'est-à-dire se nourrir de tous les obstacles, de toutes les difficultés du quotidien pour se réinventer et pour finalement en ressortir encore plus fort. Ton engagement pour l'écologie, c'est depuis toujours, depuis que tu es petite fille, tu t'es dit je vais changer le monde et il faut s'occuper de l'écologie En fait, j'ai pas envie de te dire oui, mais oui, quoi. Oui, parce que j'ai grandi à la campagne, donc j'ai quand même vraiment vu et senti les évolutions du climat, parce que malgré tout, elles évoluaient. Ou si ça évoluait pas encore, à l'époque, on pensait que c'était la météo, et donc on voit très bien les conséquences de la sécheresse ou du reste, et puis juste tout simplement, tu passes tes journées entières dans la nature, donc ça crée quand même une connaissance très intime, et ça fait partie de son équilibre individuel. Et donc voir ça être détruit ou abîmé, on a juste envie d'empêcher que ça arrive. Et donc oui, c'est le combat en tout cas pour moi, c'est un de mes combats. Et j'utilise le mot à dessein. Oui. Le mot combat. Parfois on me dit mais c'est un peu négatif, etc. Mais pour moi, je suis animée par ça. Par ce besoin de me lever et me dire que j'ai sans cesse des défis à relever et plein de petits défis, tu vois. Aujourd'hui, hier soir, tu t'es couché tard, je me suis couché tard. Faut traverser la journée en accomplissant le plus possible et en tout cas dans la résolution de ce problème, en tout cas du problème qu'on a envie de régler quand on est né, enfin en tout cas qu'on s'est fixé de régler. Et donc c'est ce mindset-là, c'est se dire que chaque instant est un petit combat et qu'il n'y a pas de petit combat ou de grand combat et qu'en fait un combat, il n'est pas du tout forcément négatif, au contraire, c'est pas un mot négatif. Et tu vois d'ailleurs dans toute en Inde, dans toute la mythologie quelque part indienne, cette notion du combat, elle est aussi très positive. Parce que parfois c'est manichéen, c'est le bien, le mal, etc. Bref, et donc c'est pour ça que pour moi c'est une notion qui est extrêmement positive. Et je crois que pendant longtemps, parfois, ces combats-là, il me faisaient... Il y avait des moments où je me sentais découragée, et aujourd'hui, j'ai plus de vrais moments de découragement. Parce que j'ai décidé que j'en aurais plus. Je comprends. Et donc, j'ai plus de moments de découragement. J'ai des moments de doute, de doute profond, etc. Mais c'est jamais... faut laisser tomber. Jamais. Je comprends. Je ne m'autorise pas à ça. Tu as décidé que tu allais te battre pour les objectifs auxquels tu crois et tu gardes cette résilience et chaque matin tu te lèves pour essayer de contribuer et de faire un peu mieux. C'est ça le mindset de Brune. Et je me dis jamais à quoi bon. Oui. Et je ne m'autorise jamais à être cynique. Et je me dis toujours, ça vaut le coup, faut y aller, 1 millimètre, c'est déjà 1 millimètre, c'est mieux que rien, etc. Et en fait, ça donne une espèce de force qui, je pense, rend quelque part un peu invincible. Alors, le mot invincible peut être extrêmement galvaudé et utilisé par une personne. Oui. Mais vraiment, je le pense. Mais c'est super intéressant parce que c'est Steve Dykes, qui est un des patrons de Decathlon, qui en parlait à l'époque dans le projet Mindset dans lequel tu contribuais à l'époque. Les Indiens transforment des problèmes en opportunités. Exactement. Est-ce qu'on peut pas dire que antifragile, c'est un petit peu ça la définition, ou c'est un peu différent ? Non, quelque part, ça s'en rapproche. Et là où c'est intéressant, je partage... ce qui est intéressant, c'est que Steve a habité en Inde. Tu viens de citer l'Inde. Ouais. Et je crois que c'est vraiment un pays qui incarne cette antifragilité. Parce qu'en fait, quand on regarde l'Inde, on peut se dire que c'est une série de fragilités, une série de difficultés, voire de problèmes. C'est ça qui peut quelque part représenter ce pays. Quand on a les 2/3 de la population qui sont sous le seuil de pauvreté, objectivement, on peut vraiment parler d'un pays fragile. Et la réalité, c'est qu'ils font de tout ça une force. Ouais. Et effectivement, dans ce sens-là, je trouve que l'Inde est un pays où on apprend beaucoup ça. Et on pourra peut-être en reparler avec le sujet RSE de antifragile, parce qu'il y a peut-être des connexions assez fortes avec un environnement économique mouvant, et aujourd'hui, ou VUCA, comme on dit dans le jargon, c'est comment est-ce que le RSE peut être non pas une
une couche administrative de plus avec la triple comptabilité, etc., mais vraiment une opportunité de concilier les deux. Oui, tout à fait. Donc ça on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que ton mindset a changé dans ta vie? J'imagine qu'il y a eu un avant tes responsabilités politiques et un après. Comment est-ce que ton mindset a évolué et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était quand même une tranche de vie assez particulière pour toi. Oui, il y a clairement un avant et un après. Je pense qu'il y a des choses qui constituent la base de mon mindset. Parce que au sortir de mes études, etc., j'ai décidé, comme je te dis, je pense que c'est une décision, hein, le mindset qu'on veut avoir. Donc j'ai décidé que je voulais l'avoir. Il y avait un certain nombre de buts que je voulais atteindre, qui n'étaient pas des buts ambitieux, hein, enfin au sens de l'ambition première, mais vraiment, moi, ce qui compte pour moi, c'est essayer de résoudre, de participer à la résolution des problèmes environnementaux, parce qu'ils créent aussi beaucoup de malheur social, etc. Bref. Donc, c'est avec ce but-là aussi, et surtout que je me suis engagée en politique. Je l'ai gardé, mais simplement, là où mon mindset a beaucoup changé, c'est que j'ai appris, en fait, à vraiment non seulement supporter la critique, mais à utiliser la critique, les mots négatifs qu'on peut avoir et qui sont tenus en permanence, hein, parce qu'en politique, on est quand même constamment critiqué, constamment insulté même, hein, voire parfois extrêmement violemment, de toutes parts, que ce soit par les médias, que ce soit par les opposants politiques, que ce soit par ceux qui sont affectés par les mesures que vous prenez, etc. Et même ceux que vous soutenez, en fait, hein, ils sont jamais vraiment totalement contents. C'est la nature de la politique, parce que ça doit évoluer. Mais j'ai appris à comprendre que beaucoup de ces critiques-là, en fait, elles étaient pour moi des indicateurs qu'on était en train de faire bouger les lignes. D'accord. Que ce soit positif ou négatif. Que ce soit positif ou négatif. Et en particulier, évidemment, des critiques négatives. Donc maintenant, aujourd'hui, elles ne m'affectent plus du tout. Je comprends. Même une fois sortie de la politique. Au contraire, quelque part, j'ai besoin de faire monter un peu la température parfois. C'est-à-dire, en gros, quand je sens que le niveau de critique commence à monter, je me dis, c'est bien, là, je suis en train de faire mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je dis ou je fais ou je pousse des choses que les gens n'attendent pas forcément ou n'ont pas forcément envie. Mais mon job, il est quand même au quotidien d'essayer de changer les choses. Et je comprends. Tout le monde n'est pas prêt tout de suite, tout le temps, à changer. Je comprends. Tu as passé combien de temps en politique en tant que secrétaire d'État ? J'étais secrétaire d'État pendant 3 ans. 3 ans, c'est relativement long. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est 3 fois plus long que la moyenne des mandats ministériels. Enfin, c'est pas un mandat, mais du temps ministériel. Et tu as eu combien de ministres ? Enfin, tu as reporté de tutelle, 3. C'était qui à l'époque ? Nicolas Hulot, François de Rugy, Elisabeth Borne. D'accord. Ah, Elisabeth Borne. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous raconter ton mindset avant ta montée, ton arrivée en politique, peut-être ensuite ton mindset pendant, et ensuite ton mindset après. Et si je disais que le gouvernement était une entreprise, quelle était la culture du gouvernement ? Alors d'abord, c'est beaucoup de questions, je sais. C'est beaucoup de questions. Donc on peut les compartimenter. Donc mon mindset avant, je crois que j'en ai un petit peu parlé. J'ai toujours eu, mon mindset, c'était faire en sorte d'atteindre les objectifs. Je dirais peut-être en politique, là où il a changé, il n'a pas forcément changé. Mais j'ai embrassé pleinement le fait d'utiliser les rapports de force. Et c'est quelque chose qui, au sein de la société, n'est pas toujours très bien vu. Bah non. Mais pourtant, en politique, quand vous voulez défendre des sujets, parfois vous les défendez contre d'autres ministères, voire souvent contre d'autres ministres. Bref, c'est des arbitrages. Et pour ça, il faut faire monter le rapport de force. D'accord. Et l'entretenir, et en jouer, et aller chercher des coalitions de députés ou de parlementaires contre une mesure ou en faveur d'une mesure. Et puis parfois aussi avec des ONG ou avec certaines entreprises. Bref, il faut apprendre vraiment à faire en sorte d'être sans cesse dans une position où on peut créer un rapport de force. C'est dur, hein. C'est très dur, mais si en politique, vous ne créez pas de rapport de force, vous ne faites pas avancer vos sujets. Mais on peut rester soi-même
en créant des rapports de force et en essayant, comme tu disais tout à l'heure, la fin ne justifie pas les moyens, mais quand tu as une cause qui te tient à cœur et que tu arrives propulsé au gouvernement, tu te dis en fait ça y est, je peux faire. Et en fait à ce moment-là, tu te retrouves avec des gens qui veulent ta peau, qui sont contre toi, des détracteurs, etc. Donc tu es obligé d'avoir une sorte d'armure, mais est-ce que tu réussis finalement à rester toi-même, où il y a un tel combat de rapport de force que finalement ça devient difficile entre qui tu es, ta personnalité publique, qui tu es réellement au fond et comment tu vas faire bouger les lignes. En fait, moi, il y a deux choses. Il faut beaucoup différencier deux choses. C'est le rôle et la fonction et la personne. Tout à fait. Et donc ça, c'est deux choses très différentes. Et quelque part, c'est assez pratique en politique parce qu'on vous appelle souvent Monsieur le ministre, Madame la ministre. Donc c'est très bien parce que ça permet de dissocier l'individu qui en est soit du rôle ou de la fonction. Et en fait, on se dit qu'on est dans un rôle ou une fonction. Donc ça donne beaucoup d'humilité. Finalement, peu importe qui occupe la fonction, il y a un rôle et voilà ce qu'on attend du ministre ou de la ministre. Et donc, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de comportements et un certain nombre d'attitudes qui sont parfois attendues. Ça libère de ce côté-là. Et puis, par ailleurs, moi, je sais que d'un point de vue plus individuel ou personnel, je me suis relativement oubliée, mais parce qu'en fait, j'étais pas le sujet. Le sujet... Et plus grand que toi. Bah oui, enfin, je me disais pas, est-ce que je suis heureuse, pas heureuse, est-ce que... Tu te poses pas de questions. Non, tu te poses pas de questions. En revanche, ce qui est fondamental en politique, et peut-être que ça manque à certains politiques aujourd'hui, mais je me permettrai pas du tout de juger ni d'émettre, c'est vraiment avoir un objectif très clair. Je suis là pour accomplir quoi au service de la France ? Et ce quoi au service de la France, il est indispensable que ça soit extrêmement clair, parce que sinon c'est là où on tombe dans les compromissions. Donc on sort du compromis, on tombe dans la compromission, où on sort des deals, c'est-à-dire où on se serre la main et on tombe dans la corruption. Bref, et je crois que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. D'accord. Et donc ça, moi j'ai eu de cesse de me le répéter en permanence, dans toutes les phases de découragement, d'épuisement, du reste. C'est en gros... C'est le quoi au service de la France qui m'a animé. Oui, rester fidèle en sa mission et en ses objectifs et tenir malgré les rapports de force. Exactement. Et pour moi, vraiment, la question environnementale, il s'agissait de la faire monter non seulement sur l'agenda politique, mais ensuite monter, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, descendre, ou en tout cas pénétrer profondément dans la culture des entreprises, dans les entreprises, et même au cœur de la société, parce que c'est un combat qui est culturel aussi. Et donc moi, je le voyais comme une frontière à pousser, ou comme vraiment comme un mur à retenir. Voilà. Alors c'est peut-être un peu une logique de digue qu'on pousse. Je ne sais pas si c'est l'image la plus positive, mais en tout cas, je me voyais souvent en train de pousser, quoi. Ouais, mais c'est un peu la tectonique des plaques aussi, dit autrement. Et des systèmes, Et si je rebondis justement, et qu'on parlait de culture aussi tout à l'heure, la culture à l'époque du gouvernement, comment, si c'était une entreprise, c'était quoi la culture de ce gouvernement de l'époque ? Si tu avais un peu à le définir. Et le Premier ministre, c'était Édouard Philippe. Bon, alors, à l'époque, c'était un gouvernement qui était très fonctionnel, pas du tout aussi dysfonctionnel. Alors, je vais pas dire les gouvernements, parce que c'est quand même une entité qui n'est pas toujours très homogène, mais c'est une entité, je dirais plutôt le monde politique était quand même moins fragmenté ou moins clivant et clivé que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu différent. Je dirais que c'était une culture de l'action qui était quand même très impulsée par le président de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il avait un programme qui était très clair. Lutter contre les rentes, faire en sorte que les gens soient plus assignés à résidence, remettre le travail au cœur de la société. Il y avait un vrai projet derrière. Et à l'époque, le président, il nous parlait tout le temps d'action, d'agir, de faire en sorte que ça se voit dans le quotidien des Français. Et donc, il y avait cette culture, je dirais, de l'action, de rendre des comptes. Et une culture aussi, c'est ça qu'il avait mis en place au début. Je dis bien au début parce que ça s'est malheureusement effiloché. Et donc, je pense que la question de la culture, elle est majeure. C'est qu'au début, il avait mis en place un gouvernement où on travaillait quand même de façon collégiale. Alors, il ne faut pas être naïf. Tout est une question de rapport de force en politique, quoi qu'il arrive. Mais il y a des rapports de force qui sont plus ou moins violents. Mais globalement, il avait fait en sorte où il travaillait avec Édouard Philippe aussi. C'était, je crois, une des premières fois qu'il y avait des séminaires gouvernementaux où on réunissait l'ensemble des ministres pour qu'ils travaillent sur un sujet.
Donc il avait mis en place en tout cas, il voulait créer de la cohérence entre les ministres et une relative entente cordiale. Pour donner un exemple très concret, il ne supportait pas, d'abord, en conseil des ministres, vous ne venez pas avec votre téléphone portable, donc ça évite en plein conseil des ministres d'envoyer des petits mots aux journalistes, ou à ses copains, etc. D'accord, okay. Ce qui est quand même bien, puis on est concentré sur la réunion. Et par ailleurs... c'est un bon exemple concret. Ça, c'est un bon exemple concret. Et ce qui fait que du coup, il y avait beaucoup moins cette culture de je vais aller, en fait, donner des informations aux journalistes. Et d'ailleurs, les journalistes s'en plaignaient beaucoup. Ils disaient, mais nous, on n'a pas suffisamment de off, on n'a pas suffisamment de petits. Et parce qu'on crachait pas sans cesse sur notre voisin. Alors... Évidemment, quand moi je trouvais ça très bien, les politiques avaient plus de bouteilles, me disaient t'es naïve, etc. Mais moi je maintiens que si on vient pas en politique avec une certaine dose, non pas de naïveté, mais en tout cas de volonté de rompre avec un certain nombre de principes, et qu'il faut s'y tenir, même si l'ensemble du système n'a pas du tout cette culture-là, et qu'en fait il faut être plus malin que le voisin et tous les coups sont un peu permis. Non, mais donc, si je reviens sur la culture du gouvernement de l'époque, Édouard Philippe, donc on est sur un gouvernement qui a une culture de l'action, du résultat, finalement qui se comporte un peu comme une entreprise privée. Si je fais un peu un parallèle, avec tous les avantages que ça, qui vont avec peut-être l'efficacité, mais aussi peut-être certaines fois, et c'est peut-être pour ça que ça s'effilochait, une inadéquation avec un système de commandement global en France. Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire, quelque part, cette culture du résultat, cette envie de bien faire les choses, de bien construire les politiques publiques, et quelque part, c'était un gouvernement où il y avait plus de techniciens. Oui. Rapidement, j'avoue, rapidement, les journalistes ont quand même été pas très contents, parce que c'est beaucoup moins sympa de parler à un ministre technique et d'essayer de rentrer. En fait, quand vous êtes technique sur un sujet, comme on dit, par opposition un peu à politique, en réalité, vous êtes extrêmement politique. Pour faire passer une loi, par exemple de la loi anti-gaspillage que j'ai fait passer, il faut avoir développé cet art du compromis, de la négociation, des deals, etc. Et d'ailleurs, à la fin, en tout cas sur la loi anti-gaspillage, aucune loi a été votée avec autant de voix en faveur. Donc je pense que ça a été vraiment un succès dans ce sens-là. Et ça demande un travail politique au sens noble du terme, extrêmement. Mais c'est pas forcément le travail politique qui plaît aux journalistes. Je comprends. Ou c'est pas qui veulent avoir plutôt des anecdotes, des petites phrases, etc. Attention, je ne généralise pas. Et on a des journalistes qui sont brillants aussi dans ce pays, et beaucoup. Bien sûr. Donc je suis pas du tout en train de les critiquer, mais donc il y a quelque part des habitudes médiatiques qui reviennent vite, et puis il y a aussi du côté des parlementaires. Malgré tout, là aussi, il faut faire vraiment de la politique. Bref, peu à peu, il faut faire de la politique... mais ça, c'est normal. Mais disons que peu à peu, il y a des divisions qui se sont créées, qui étaient beaucoup moins liées à des idées qu'à des personnes et qu'à des ambitions personnelles. C'est ça le problème. Ouais. En même temps, on est tous mus par nos propres intérêts aussi, par nos propres ambitions aussi. Enfin, faut pas être naïf, ça fait partie des travers humains. Bien sûr. C'est simplement en politique, ils sont relativement exacerbés, parce qu'un poste, ça se voit, parce qu'on a besoin d'être réélu, parce que la question de la visibilité est majeure. Et donc, peu à peu, vous faites... En fait, le système reprend ses droits et reprend beaucoup le dessus. Et peu à peu, ça a détricoté cette culture de l'action concrète. Je comprends. Mais je maintiens que c'était un gouvernement qui était vraiment au service du pays, qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron avaient vraiment essayé d'impulser un sens de l'intérêt général et du bien commun qui passait par-dessus les petits intérêts politico-politiciens et de la popole, comme on dit. Et je pense que je pense qu'on a réussi, en tout cas dans les premières années. Et c'est quoi le fait générateur du changement de culture de ce gouvernement, si tu vois des faits générateurs L'affaire Benalla. L'affaire Benalla ? Oui, elle a fait basculer les choses de l'autre côté. D'accord, ok. Oui, et donc après, c'est là où les journalistes font leur métier aussi. C'est là où, en fait, on est retombé, où en fait, la culture du gouvernement s'est renormalisée, je dirais. D'accord, donc il y a eu un avant et un après l'affaire Benalla. Ouais. Oui.
Ok, je comprends très bien. Et quelques mots sur les ministres à qui tu reportais en termes de mindset. J'imagine qu'une Elisabeth Borne n'a pas le même mindset qu'un certain Nicolas Hulot, par exemple. Non, je vais pas comparer les. Je vais, Je suis un peu. je vais pas comparer les ministres entre eux, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé avec Elisabeth Borne et que pour le coup, elle a, si on peut parler du mindset, j'ai rarement vu quelqu'un qui fait preuve d'autant d'abnégation. Oui. Et d'autant de sens du service public et de ce qui est vraiment bon pour la nation. C'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais vraiment, je ne sais pas le dire autrement. Parce que c'est vraiment ce qu'elle incarnait, et systématiquement, tout le temps, elle a essayé de pousser ce qu'elle pensait être bon pour la France. Moi, je l'ai vu, je ne dis pas ce qu'elle a fait ensuite, après, comme Premier ministre, etc. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Et quand moi, elle était ma ministre de tutelle, je dois dire qu'elle a vraiment été remarquable. Et pour le coup, elle me sert encore aujourd'hui vraiment de modèle dans le genre, quoi. Et si on termine cette page politique où toi tu quittes le gouvernement, ton mindset à ce moment-là a un petit peu changé, même si on a bien compris que tu es une fille tenace avec des objectifs à tenir, et donc ton mindset au fond n'a pas vraiment changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ta sortie du gouvernement ? Comment tu l'as vécu, et est-ce que ton mindset a changé parce que c'est une machine à laver, 3 ans au gouvernement, tu devais être épuisé. Comment ton mindset a changé après ? Moi, je dirais, après, ça, c'est vraiment un changement très profond, individuel. Hein. Ouais. Là, tu me demandes de mettre sur la table des choses, mais je le fais, mais je dois dire, peu dit. En fait, j'ai réalisé que la vie privée, c'était aussi très important. Ouais. Et qu'en fait, finalement, il fallait... alors, c'est très évident, on le dit tout le temps, il faut un certain équilibre, etc. Mais je pense que je n'avais pas suffisamment d'équilibre de ce côté-là, et que j'avais vraiment... trop, quelque part, travaillé, ou en tout cas trop déséquilibré cet aspect-là. Et D'accord. il était temps que je me concentre aussi sur ma fille, sur la construction de ma vie familiale et privée. Et je pense que ça, c'est très important. Ça fait aussi partie de ma responsabilité Bien sûr. De mère. Je l'assume. Et donc, du coup, quand même, malgré tout, je ne vais pas nier que le passage d'un rythme à l'autre, alors j'ai pas arrêté de travailler, hein, mais a été quand même relativement brutal. Bah, bien sûr. Mais j'ai rapidement décidé ensuite, pour plein de raisons, et notamment celle-là, d'arrêter la politique. D'accord. Et de me lancer un défi qui était celui de la mise en œuvre et de mettre les mains dans le cambouis. Oui. D'accord. En allant ensuite rejoindre le groupe Accor dès que j'ai eu l'autorisation de le faire. Et oui, parce que tu as passé combien de temps entre ta sortie du gouvernement et le début de ton aventure au sein du groupe Accor ? Une petite année. Une petite année. D'accord. Et donc, j'imagine que c'est une année d'introspection, de bilan, de réflexion, de digestion pour passer d'un univers à l'autre. Et cette période, avec du recul, a dû être assez féconde pour toi, j'imagine. Oui, et puis surtout, en plus, on était en plein Covid. Enfin, oui. Non, pas en plein, mais en tout cas, on était sur la fin des années Covid. Donc, je pense que, quelque part, parfois, le mindset, il s'accorde à la tonalité générale, entre guillemets, qui était quand même une tonalité plutôt où chacun était un petit peu plus recentré sur soi-même, sur son élément familial, etc., Oui. de par le contexte hein, les confinements successifs, etc. Donc oui, ça a été vraiment une période d'introspection, et ça a surtout été une période où j'ai consacré du temps à ma famille. Oui. Et donc, du coup, tu arrives au sein du groupe Accor. Ça fait combien de temps, là, maintenant que tu es à ce job chez Accor ? 3 grosses années. 3 grosses années. Donc, tu vois, le cap des 3 ans, je ne sais pas ce qu'il faut que je... D'accord. 3 ans. Et aujourd'hui, donc c'est un des fleurons français, le groupe Accor dirigé par Sébastien Bazin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous en dire un petit peu plus, alors en 2-3 mots, des activités du groupe Accor que tout le monde connaît, mais quelques chiffres, et après, quelques mots sur c'est quoi la culture d'Accor ? Alors, Accor, c'est un groupe d'hôtellerie qui est le leader en Europe. Ok. Et même il fait partie des 3 leaders mondiaux dans ce domaine-là. Avec Marriott et Hilton. Ok. Vraiment, c'est les gros mastodontes. Après, il y en a d'autres, mais ils sont de taille plus petite. Accor, c'est 5700 hôtels dans le monde. D'accord. Pour donner un chiffre très concret,
le groupe ouvre un hôtel par jour. Incroyable. Donc, quand on a mon job, ma fonction, il faut qu'on passe d'un modèle peu à peu, il faut qu'on passe peu à peu d'un modèle volumique fondé sur la croissance à un modèle peut-être plus de qualité qui permet d'avoir une croissance très différente. Et d'ailleurs, le mot croissance n'est pas forcément toujours une croissance en termes il faut qu'on fasse évoluer les choses pour derrière le mot croissance, ce soit pas forcément le mot tel qu'il est entendu au XXe siècle et sur lequel beaucoup d'indicateurs économiques et financiers reposent. Et donc c'est vraiment cet enjeu-là, quelque part une transformation culturelle. Et le groupe Accor est le leader incontesté, et presque, j'ai envie de dire, incontestable, en Europe. D'accord. Donc ça donne une responsabilité toute particulière. C'est-à-dire quand on a un groupe hôtelier comme ça, leader, en fait, on fait presque la politique sectorielle à l'échelle d'un continent sur, vraiment, en partie, qu'est-ce que le tourisme, Donc c'est pas qu'une entreprise, c'est aussi tout un secteur entier. Un leader d'un secteur qui va donner le là sur ce qui doit se passer. Exactement. Okay. Mais c'est pas... comme le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur qui est très fragmenté, avec plein de petits propriétaires d'hôtels. C'est pas comme s'il y avait 4-5 grandes entreprises sur le même territoire. C'est plus que ça. Donc, c'est une responsabilité qui est vraiment toute particulière et très grande. Et je crois que Sébastien Bazin, le PDG, en a plus que conscience, puisqu'il a énormément fait évoluer et transformer le groupe. D'accord. Sans en abîmer la culture pour autant. Alors, la culture, justement, du groupe Accor, si tu peux nous en dire deux mots. C'est une culture extrêmement entrepreneuriale. Alors, okay. Évidemment, je te mets au défi de rencontrer et de faire venir à cette table quelqu'un qui travaille pour une entreprise et qui ne va pas te dire qu'il travaille dans une entreprise qui est très entrepreneuriale dans son esprit, parce que c'est à l'essence même de l'entreprise. Donc, je n'ai pas envie de te dire un cliché, mais on le voit dans la construction et dans la façon dont le groupe s'est construit. Okay. Finalement, au départ, ces deux fondateurs... relativement visionnaires, qui ont copié un petit peu le modèle américain, à savoir des motels. C'est Paul Dubreuil et Pélisson. Ok. Et ensemble, c'est comme ça qu'ils ont lancé les premiers hôtels quelque part standardisés, avec des révolutions comme une salle de bain individuelle. Okay. Et ça correspondait vraiment à l'époque. Et en fait, le groupe s'est agrégé un peu comme ça. Et chaque hôtel... Et comme chaque hôtel est une entreprise. D'accord. Et donc, en fait, on est une myriade d'entreprises. Et évidemment, quand il y a autant d'entreprises, on ne peut pas fonctionner de façon trop centralisée. Parce que les résolutions des problèmes, elles doivent être là tout de suite sur le terrain. Okay. Et en plus, dans l'hôtellerie, ça se voit. Et quand il faut trouver une solution, il faut la trouver tout de suite. Parce qu'en face de soi, on a un client qui exprime son mécontentement. Bien sûr. Sinon. Et donc, cette culture-là, elle infuse vraiment le groupe. Et quelque part, et d'ailleurs c'est aussi que Sébastien, il fonctionne un peu comme ça, t'as une bonne idée, essaye de la mettre en œuvre, et puis... Donc tu la testes dans un hôtel et... Tu la testes comme tu veux. Tu la testes dans un hôtel, tu la testes au siège en agrégeant des personnes qui ont envie de travailler sur le sujet. Donc chacun est un peu un entrepreneur. Il y a quelque part, il n'y a pas de limite, ce qui est formidable. Mais parfois, ça crée un peu de lenteur, parce que du coup, il y a quand même peu de process. D'accord. Mais on sait aussi que le trop de process tue l'entreprise, tue la créativité. Et dans un monde qui est comme celui d'aujourd'hui, avec des conflits géopolitiques, avec le réchauffement climatique, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, je pense que cette culture entrepreneuriale très décentralisée, qui émane des hôtels et qui infuse en fait vers le haut de l'entreprise et non pas l'inverse, est extrêmement en fait est ce qu'il faut, parce que pour moi c'est les socles de l'antifragilité, tu vois, ça permet de répondre de façon agile, même si le mot est galvaudé, très utilisé, mais de façon relativement agile aux problèmes qui ne cessent d'émerger et surtout dont on ne peut pas toujours connaître et voir les lieux d'émergence et la façon dont ils vont émerger et même les problèmes en eux-mêmes. Je comprends. Donc une culture entrepreneuriale au sein du groupe Accor qui s'incarne par des décisions locales qui sont du bon sens et qui vont permettre de fixer un problème et de pouvoir passer à autre chose. Et en même temps, un peu dur de faire s'accorder tout le monde puisque chacun est un peu dans son coin comme une petite entreprise. Exactement. Donc ça, c'est un vrai trait culturel. D'autres points clés de la culture d'Accor que tu voudrais partager avec nous ? Il y a d'autres points clés qui est... en fait, c'est une entreprise dans laquelle on dit très rarement non. Ok. Là encore, c'est ce que je te disais, que c'est intéressant. Comme en Inde. Mais là encore, c'est très intéressant. Du coup, c'est vraiment la culture du terrain qui
Et quelque part, peut-être je fais une digression là, mais quelque part, c'est relativement peu français. Nous, on a quand même des entreprises extraordinaires du CAC 40. Ils sont beaucoup dirigés par des ingénieurs qui sont brillantissimes. Et binaires. Et parfois un peu... C'est toi qui as utilisé le mot. Pas tous. En tout cas, et c'est ce qui a fait la puissance de l'industrie française et du fait qu'on domine certains secteurs, comme celui des infrastructures, que ce soit d'eau, de transport, même les bâtiments, etc. Mais Accor, en ce sens-là, est une boîte très peu française. Alors, elle est française dans son sens du service, etc. Mais elle est peu française dans la façon dont la culture de l'entreprise se diffuse, parce que ça part vraiment du terrain et des hôtels. Et donc, ce qui part du terrain et des hôtels, c'est aussi le fait qu'on doit dire oui, quasi systématiquement, parce qu'on est vraiment dans l'hospitalité, dans le service, dans l'accueil. Donc, c'est une boîte qui a une culture extrêmement sympathique, très accueillante, très ouverte, parce que dans un hôtel, on accepte tout le monde. Enfin, les gens, à moins que ce soit vraiment des truands ou des criminels, les gens viennent comme ils sont et on les accueille comme ils sont. Et donc, c'est aussi ça la culture dans l'entreprise Accor. Et donc, il y a une grande diversité grande diversité de parcours, d'origine, d'expérience. Rien que pour citer un exemple, le COMEX, par exemple, on a, je crois, on a eu jusqu'à plus de 10 nationalités différentes qui étaient représentées. On a un COMEX qui est très international. Combien de personnes dans le COMEX ? Alors, ça dépend. En tout cas, dans le management board, une grosse dizaine. D'accord. Oui, donc ce que je disais, c'était une grosse diversité. Une grande diversité de pensées, de culture, de valeurs, et ça permet. Et puis la troisième chose, c'est le fait de toujours dire oui. Oui. C'est très bien, parce que c'est ce qui permet à cette culture entrepreneuriale aussi de s'épanouir, et c'est ce qui fait que finalement, rien n'est un obstacle. Je comprends. Donc c'est formidable, mais parfois, dans la vie, il faut savoir dire non. Je comprends, ok. Voilà. Okay, mais et donc je pense que voilà, c'est important. Et par exemple, sur mon sujet, tu vois, pour te donner un exemple très concret, ça a été un grand combat culturel, mais que l'entreprise a parfaitement relevé, évidemment. Ça a été un grand combat culturel que de supprimer tous les plastiques à usage unique dans l'expérience client. Alors, on ne fait pas supprimer les plastiques à usage unique. Voilà. On ne fait pas que ça. Je donne juste on exemple travaille sur concret. Le carbone, on travaille sur le gaspillage alimentaire, on essaie de transformer le modèle d'affaires du groupe, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Je te donne juste un exemple très concret. Sur le plastique à usage unique, il y a beaucoup des clients qui râlaient parce qu'ils étaient attachés à toutes leurs petites miniatures. Et c'était très dur pour le personnel de l'hôtel que de leur dire non. En réalité, non. Oui, maintenant, la bouteille de shampoing, elle est accrochée au mur et c'est comme ça que ça va fonctionner, etc. Comprends. Donc, en fait, beaucoup du travail, il a été surtout culturel pour apprendre aux équipes à savoir dire non. À savoir dire non. Je comprends. Parce que dans le groupe, quoi que vous demandiez, tout le monde va se plier en 4 pour essayer de l'obtenir. Tu vois, c'est un peu comme la publicité, c'est même totalement la publicité du groupe Accor à l'occasion des JO. C'est un directeur d'hôtel qui fait le tour de Paris en courant pour apporter une glace, du bon parfum à une petite fille qui était là avec sa famille dans l'hôtel. Bref, quoi que tu demandes, on va essayer de te le donner. D'accord, donc quand il s'agit de dire non ou de se transformer... Ou de respecter des règles, de se transformer, etc. C'est un peu plus compliqué. Et quelques mots peut-être, si tu peux en parler justement, j'imagine que la culture du groupe Accor a changé avec l'arrivée du mindset de Sébastien Bazin. C'est quoi le mindset de Sébastien Bazin, si tu avais à décrire un peu pour les gens qui ne le connaissent pas, parce qu'on le voit beaucoup parler dans la presse, etc. Quel type de mindset il pourrait avoir, si tu peux répondre à la question, bien sûr. Moi, je pense que Sébastien n'a pas de frontières, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a des valeurs qui sont très fortes, qui lui servent de cadre de référence, et notamment des valeurs vraiment très humaines. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est patron de ce groupe depuis des années. Mais il n'a pas de frontières, et dans le sens où rien n'est impossible. On travaille dans une entreprise du tourisme et du voyage, donc bon, évidemment, pour lui, il n'y a quelque part pas de limite, et il a étendu l'empreinte géographique du groupe. Évidemment, ça c'est pour donner un exemple très concret, mais aussi pas de frontières, parce que si c'est impossible, alors on va le faire. C'est vraiment la façon dont il pense, et c'est vraiment comme ça qu'il a transformé en profondeur le groupe, et qu'aujourd'hui, il va lui faire explorer des nouveaux territoires, et que par exemple, il travaille à construire l'hôtellerie de demain qui soit totalement décarbonée, ou en tout cas la plus décarbonée possible. Pour donner un exemple, c'est aussi comme ça qu'il décide, par exemple,
même s'il y a un hôtel qui est extrêmement prometteur, qu'on peut construire sur une île en Grèce, mais que la population locale n'est pas prête à accueillir un nouvel hôtel, il va décider d'y renoncer et de ne pas le faire. D'accord. Et donc, c'est dans ce sens-là où je dis, il n'a pas de frontières parce que, et c'est ce qui lui permet d'avoir une vision hors du commun et de la mettre en œuvre. D'accord, ok. Écoute, très clair. Ça doit être passionnant de travailler avec un visionnaire comme ça. Alors, si maintenant on se rattache à ton job, comment est-ce qu'on fait dans un contexte économique un peu complexe pour que tes responsabilités RSE, développement durable, tu réussisses à les implémenter et à connecter ça avec du résultat et du business? Parce que c'est quand même compliqué. Dans ces périodes-là, on a plutôt envie de penser un peu plus profit, rentabilité. Et quand notre ami Donald Trump dit forêt, bon, je suis un peu taquin, mais... En fait, malheureusement, la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui va nous affecter ou nous toucher demain, c'est que ça arrive déjà aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, vraiment. Il y a une semaine où il y avait, la même semaine, un méga feu au Canada, voire dans le Grand Nord, des inondations en Europe et des typhons dans les Caraïbes. Bref, donc tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. Qui fait que le changement climatique, il nous touche déjà aujourd'hui. Tout à fait. Et il affecte négativement aussi tout simplement le business. Oui. Il y a une étude du MIT qui montre qu'il y a quasiment 100% des patrons américains qui pensent qu'ils vont devoir un jour déplacer leur usine ou le siège de leur entreprise. D'accord. Parce qu'il sera quelque part qui est plus assurable ou inondé, ailleurs. Donc il y a vraiment cette notion juste tout simplement de gestion des risques. Je comprends. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui... pour que l'écologie fonctionne, il faut vraiment sortir des aspects moraux. Il faut sortir des injonctions morales. Les gens se sentent jugés sinon. Il ne faut pas dire c'est bon, c'est bien, ah c'est mal, tu fais ça, ah c'est bien, tu fais ça, ah c'est injuste, tu fais ça, ah c'est juste, tu fais ça. Parce que je pense que ça bloque l'action. Les gens n'ont pas envie d'entendre comment ils doivent penser, surtout avec un mouvement anti-élite, comme ça se développe aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas envie qu'on leur dise comment penser à l'échelle d'une entreprise. Également, parce que le corps social de l'entreprise, il n'est pas imperméable aux changements sociétaux. Et donc, je crois qu'il faut remettre une approche extrêmement rationnelle. Et aujourd'hui, investir dans l'écologie, et dans des mesures environnementales et sociales, c'est juste rationnel et c'est bon pour le business. Je comprends. Des crises comme les crises des gilets jaunes, ou comme des crises sociales, ou comme des grèves, etc., si on ne prend pas suffisamment en compte les questions sociales et sociétales, elles affectent la stabilité du business et la capacité d'une entreprise à s'épanouir dans un environnement serein. Et donc, c'est rationnel aujourd'hui d'investir dans l'écologie parce que le coût de l'inaction, il est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Alors, je suis d'accord et je trouve ça passionnant, mais ça veut dire deux choses. J'ai deux questions un peu compliquées. La première, c'est que ça dépend quand même du mindset à la base du dirigeant qui va justement être plutôt concerné par l'écologie par rapport à d'autres. Et deuxième question, chez Accor ou dans un grand groupe du CAC 40, mais pour une PME ou une ETI qui va se prendre les nouveaux rapports CSRD et toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on va lui coller un boulet au pied pour l'empêcher de courir. Comment on fait, Alors, quelque part, d'abord, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les questions environnementales, elles dépendent même plus du mindset. Parce qu'on est dans une situation... Vous savez, quand il y a des endroits où on a des hôtels avec des piscines, par exemple, on pourra plus potentiellement les remplir parce que ça viendra en concurrence avec l'eau pour l'agriculture ou l'eau tout simplement pour les ménages et les foyers. Oui. Et donc ça, que tu crois à l'écologie ou pas, faut régler et essayer de résoudre cette question de la gestion et de la ressource en eau. Et en réalité, c'est pareil pour toutes les entreprises. Après, si le dirigeant a un mindset, j'ai envie de dire conquérant au bon sens du terme, il va se dire, mais comment ça, je vais en faire une opportunité business ? Oui, je comprends. Mais au bon sens du terme, où il va se dire comment j'anticipe pour mon entreprise, mais pour mon entreprise à l'avenir et comment j'utilise cette contrainte-là pour vraiment en faire un atout. Et on a des grands groupes français qui ont utilisé ça pour vraiment se transformer et qu'on fait de la transition écologique un vrai atout. Je comprends. Il y en a plein. Je comprends, mais quand on est une petite PME... Après, mais même à l'échelle d'une PME, tu vois, quand tu peux plus potentiellement assurer ton usine ou ton centre de recherche, etc., parce que
t'es affecté ou t'as pas anticipé, par exemple, tout simplement le retrait gonflement d'argile, tu sais, c'est ce qui fait que les maisons craquent, bah, ça fait que ton assurance est plus chère, voire tu peux pas t'assurer, etc. Donc, que tu sois une PME ou un grand groupe, ces questions-là, elles viennent complexifier. Parce que c'est plus simple si on vivait dans un monde où il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, s'attaquer au problème pour pas qu'il devienne encore plus large demain. Et ça, qui qu'on soit, quelle que soit la taille d'une entreprise, j'ai envie de dire, et d'un ménage, c'est un sujet qui est majeur. Après, il y a la question de la régulation et de l'application de la régulation. En fait, la régulation, elle est là pour pousser les entreprises et je pense qu'elle est indispensable parce qu'elle donne un signal à chacun de la direction dans laquelle il faut aller et elle permet surtout de créer un niveau, ou en tout cas de pousser toutes les entreprises à s'engager au même moment et presque au même niveau dans cette transition-là. Après, il y a la façon dont la régulation est mise en œuvre et aussi est rédigée. C'est vrai que la CSRD, ça peut paraître extrêmement complexe. Mais je pense qu'il y a... Et je te dis pas que c'est simple. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Néanmoins, la CSRD, elle pousse quand même les entreprises à se poser la question de la performance extra-financière. Ce qui est indispensable. Je suis d'accord. Ce qui est indispensable. Et par ailleurs, il y a un autre écueil, je crois, c'est que tous ceux qui préfèrent soit ne rien faire, soit qui sont tout simplement cyniques, qui se disent qu'ils ne vont pas être tellement affectés ou moins que d'autres par le réchauffement climatique, ils utilisent l'excuse de la régulation, le fait que ce soit complexe et tout, sans l'avoir lu jamais, pour dire « Ah bah tiens, c'est l'occasion de jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. » Bon, je te dis pas que c'est simple non plus et qu'au sein des PME, bien sûr, il y a beaucoup moins cette culture. Il faut quand même une connaissance, un jargon pour pouvoir s'équiper. Et ça fait une contrainte de plus, donc je ne dis pas que c'est facile. Et comment, j'attaque un peu, comment un Donald Trump qui vient de reprendre le pouvoir et qui dit forêt, par rapport à la compétitivité, etc., c'est quoi l'argument qu'il faut développer? Tu en parlais tout à l'heure en disant de toute manière, aujourd'hui, c'est un constat, le réchauffement climatique, il est là, il y a les catastrophes naturelles qui vont avec. Quand on est un grand groupe, c'est plus facile qu'une petite PME. Mais comment est-ce qu'on va faire au niveau français, voire même européen, pour garder une compétitivité alors qu'en face, les accords de Paris, etc., sont rediscutés par les Trump, etc. Non, d'abord, c'est une façon de plusieurs choses. D'abord, l'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avait besoin de se reconstruire. Elle s'est rebâtie, c'était son projet. Aujourd'hui, au XXIe siècle, elle a besoin d'un deuxième souffle. Et le souffle, c'est d'être vraiment une puissance verte. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet aussi de développer une industrie européenne, des technologies européennes, etc. Alors, si tant est qu'on prend des mesures commerciales qui soient nous aussi solides, qu'on soit peut-être moins ouverts aux quatre vents, comme on l'a été. Et je crois que sur le plan de la compétitivité, l'Europe a été relativement naïve et peut-être trop ouverte... un peu trop ouverte par rapport à d'autres pays, premièrement. Deuxièmement, donc c'est une source de compétitivité. Il faut le temps de bâtir notre industrie, etc. Mais c'est une source de compétitivité. Deuxièmement, pour une entreprise, c'est se protéger. C'est se protéger... de l'avenir, des problèmes de l'avenir. Mais même pas de l'avenir, d'aujourd'hui. Le jour où tu peux plus remplir ta piscine quand t'es à un hôtel, ce qui nous arrive déjà, ou alors que ton usine se fait pour la 3e fois inonder, parce qu'avant une inondation elle arrivait tous les 20 ans ou tous les 10 ans et qu'aujourd'hui elle a lieu tous les 3 ans. Oui, c'est une réalité du quotidien. C'est un coût qui est énorme, c'est une réalité du quotidien. Le coût d'une inondation dans une usine, il est majeur. Et donc, c'est un coût qui devient extrêmement répétitif. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte aussi à cette nouvelle situation-là ? Donc, il faut la regarder. En fait, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Si on sort des questions morales et qu'on regarde ça aussi relativement froidement, de façon rationnelle, comment je me protège face à ce risque colossal qui arrive ? Et puis surtout, après, au-delà de ça, comment j'utilise cette contrainte-là pour essayer de transformer mon modèle. Je comprends. Et par ailleurs, pour finir juste sur les États-Unis, on va voir ce qui va se passer. Mais Donald Trump, il a quand même, il travaille main dans la main, pour ne pas dire autre chose, avec Elon Musk. Elon Musk, il a fait une grande partie de sa fortune grâce à l'accord de Paris. En tout cas, sur l'électrification. C'est quand même Tesla, etc. C'est vrai. Donc, s'il y a quelqu'un qui a intérêt aux mesures environnementales, c'est potentiellement, en tout cas de façon rationnelle, Elon Musk. En tout cas, je ne suis pas du tout sûre. Et il s'est jamais prononcé contre l'accord de Paris. Et par ailleurs, il y a ce que dit Trump politiquement et il y a ce que font et décident les grands patrons. Tu vois, l'administration, mais aussi les grands patrons. Regarde, même un patron d'une entreprise pétrolière comme Shell a dit non, mais moi, je ne veux pas, ExxonMobil, pardon, je ne veux pas que Donald Trump sorte de l'accord de Paris. J'ai déjà investi
investi dans les énergies renouvelables, dans la transformation de mon modèle, etc. J'ai pas du tout envie que ça change. Et puis enfin, autre exemple, l'État du Texas est un État qui produit énormément d'énergie renouvelable. Et puis après, tout dépend comment est construite aussi la souveraineté d'un pays. Ne pas dépendre des autres énergétiquement permet aussi de pouvoir être maître et souverain chez soi et avoir après de l'argent à investir dans la transition écologique. Bon, il faut quand même sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles, c'est une urgence. Et là-dessus, Donald Trump, je pense qu'il est criminel. Oui, je comprends. Un petit mot sur le nucléaire Le nucléaire. Il ne faut pas se dire que c'est la martingale et que c'est la baguette magique. D'abord, une centrale nucléaire, elle met des années et des années à sortir du sol. Il nous manque encore une grande part de l'expertise en France. On reste dépendant de puissances étrangères pour l'uranium. Il y a des questions aussi de sécurité et juste d'acceptation des populations qui fait que c'est pas le nucléaire. Je ne crois pas que le nucléaire sera la réponse principale au défi de la transition énergétique et surtout de l'électrification de nos systèmes qui arrivent à grands pas et qu'il faut qu'on encourage parce qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles le plus rapidement possible. Donc je crois plutôt à un bouquet de solutions. On a de la chance en France, on a de l'énergie nucléaire décarbonée, mais c'est pas sans risque et surtout on peut pas s'appuyer que sur ça. Il faut qu'on accélère beaucoup plus sur le développement des énergies renouvelables. Il nous faut un bouquet et un mix de solutions. Et puis, il faut aussi aller chercher pour certaines industries extrêmement polluantes d'autres solutions, comme par exemple l'hydrogène vert. Et donc, je crois que c'est vraiment à travers ce bouquet varié de sources d'énergie qu'on pourra répondre aux défis de demain. Trouver des solutions. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être juste un petit mot sur une autre culture d'entreprise? On a beaucoup parlé d'accord. Une autre culture d'entreprise qui t'a marqué dans ta carrière ou que tu connais particulièrement et que tu admires ou que tu trouves intéressante ou que tu justement trouves dangereuse que tu as suivi dans ta carrière? Moi, je parlerais plutôt d'un individu, parce que partout où il est allé, il a transformé les cultures. Et c'est de Sam Pitroda, qui est quelqu'un pour qui j'ai vraiment une très, très grande admiration et de qui j'ai énormément appris. Sam Pitroda, c'est le père de la révolution des télécoms en Inde. C'est celui qui a pensé et anticipé la révolution des télécoms et qui a créé le socle pour qu'elle advienne vraiment en Inde. Dans ce pays-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur économique très, très important pour un pays comme l'Inde. Hein. D'accord. Et qui a donné aussi une souveraineté au pays. Il a été membre du cabinet du Premier ministre, par exemple, Manmohan Singh. Il est proche de la famille Gandhi, mais au-delà... Donc ça, c'est pour ce qu'il a fait. Mais au-delà de ça, c'est un entrepreneur génial. Dans les années 80, avant même qu'on imagine le téléphone portable, j'exagère, mais en tout cas, c'était encore très, très loin d'exister. Il avait déjà pensé le porte-monnaie digital. Bref, il a près d'une centaine de brevets à son actif. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif et créateur, qui vient d'un milieu extrêmement modeste indien et qui a réussi à s'en extraire pour créer ce qu'il a créé et qui est aujourd'hui encore engagé dans la transformation pour son pays. Et ce qui est vraiment important et ce qu'il me répète tout le temps, il me répétait sans cesse, mais Brune, moi, ce qui me désespère le plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les plus doués d'entre nous sont très occupés à essayer de résoudre des problèmes de riches et pour les riches. C'est bien dit. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et en fait, il a raison. Est-ce que tu as aujourd'hui une conviction, un message à faire passer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent par rapport à leur carrière, par rapport au contexte actuel? Un message à faire passer? Alors d'abord, en toute humilité, j'ai pas de message à faire passer parce que je pense que chacun est souverain. Toujours pareil, hein, je crois qu'il faut se dire comment est-ce que je peux contribuer à améliorer le monde dans lequel je vis. Faire sa part, mais en fait faire plus que sa part. Et toujours se dire, est-ce que je peux pas faire la double part? Après, ça dépend du mindset de chacun et des convictions profondes de chacun. Et faire sa double part, elle peut être faite à différentes échelles. Donc c'est pour ça que je pense que c'est assez versatile comme message, mais volontairement, vraiment, comment est-ce qu'on peut faire un peu plus que ce qu'on peut déjà faire? D'accord. Merci beaucoup, Brune. Merci à toi, Tim. Merci d'être venu à New Delhi et d'avoir répondu à toutes nos questions, pas toujours faciles. Si cet épisode vous a plu, merci de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes Mindset le média. À très bientôt.